Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 36, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme, comment vas-tu? Salut Antoine, c'est très très bien. Oui, Mimi 36, hein, quand même. Eh oui, hein, ça file, ça file. Et ce soir, eh bien, on a le plaisir d'avoir un invité. Il s'agit de Damien de La Séance de Minuit, la chaîne La Séance de Minuit. Salut Damien. Salut, merci beaucoup de m'avoir invité avec vous. C'est vraiment très chouette. Je suis ravi d'être là. Eh ben, écoute, nous aussi, ça nous fait super plaisir de t'avoir parce que bon, ben, déjà, il s'avère que tu suis Mimi assez régulièrement. J'ai déjà vu plusieurs de tes commentaires. Et puis, ben, il s'avère aussi qu'on a beaucoup de points en commun tous ensemble. Et donc, je me suis dit, tiens, ben, ce serait l'occasion de présenter ta chaîne, même si entre nous, elle n'a pas besoin d'être présentée parce que en termes d'abonnés, voilà, tu nous dépasses très largement, mais c'est pas ça le problème. C'est surtout voir si notre communauté connaît ta chaîne, et puis ben, s'ils la connaissent pas, ben, on vous invite à aller jeter un petit coup d'œil après la présentation qu'on va en faire. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on partage directement ta page d'accueil. Donc, je rappelle le nom de ta chaîne, ça s'appelle La Séance de Minuit. Ça fait combien de temps qu'elle existe? 4 ans, c'est ça à peu près? Ouais, ça fait à peu près 4 ans, effectivement, ouais, qu'elle existe. Et la grosse thématique de ta chaîne, sa grosse originalité, comme vous pouvez le voir, c'est à la base parler de films, clairement, d'horreur. C'est ça, effectivement. Donc, il y avait une volonté de parler de cinéma d'horreur, mais pas que, hein. Il y a aussi beaucoup de lives que l'on a fait ou de vidéos que l'on a fait à plusieurs où on s'échangeait nos souvenirs d'enfance, de jeux vidéo. Donc, on était vraiment sur cette thématique-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse part qui est dédiée au cinéma d'épouvante, qui est vraiment le genre que je préfère. Et, euh, et voilà. Donc, bon, voilà toutes les vidéos que j'ai fait sur le sujet. C'est ça. Bon, il y en a vraiment un paquet. Tu t'en fais quoi? Une par semaine à peu près? J'ai l'impression. Oui, oui. Alors j'ai essayé d'en faire une par semaine. Après, c'est vrai que le montage, c'est quand même un très gros travail. Donc ça dépend. Vraiment, je suis pas très. Ça dépend vraiment de ce qui sort aussi, de ce que je vois, des films du moment, de mes envies du moment aussi. Donc voilà, je n'ai pas forcément un calendrier bien particulier pour mes vidéos. D'accord. Alors, c'est quoi cet engouement pour donc ce thème de l'épouvante et de l'horrifique? Ça devient d'où exactement? Bah, c'est vraiment là, ça vient de très loin, puisque déjà tout gamin, je me souviens avoir adoré les films d'horreur. Ça a vraiment été une passion qui est arrivée quasiment immédiatement. Enfin, je me souviens qu'à 7 ans, je regardais déjà Terminator 1, qui était pour moi un film d'horreur à l'époque et qui est quand même plus horrifique que les autres. Et j'ai toujours été attiré par les créatures, les histoires de fantômes. J'ai acheté tous les bouquins. Voilà, je suis tombé sur Stephen King très rapidement aussi à l'âge de 10 ans, même si j'avais un peu de mal à comprendre, mais voilà, je me suis vite mis en fait à lire ça. Mais je sais pas vraiment d'où ça vient. Je sais pas pourquoi, mais j'ai voilà été attiré par ces univers-là sombres, ces créatures et surtout en fait on va dire l'esthétique de l'épouvante, c'est ce côté sombre, des forêts un peu glauques, des pleines lunes avec des cris des hurlements de bestioles au loin. Enfin voilà, c'est tout ça que j'ai adoré étant gamin et puis ça m'a jamais quitté en fait. Mm. Oui, et puis là, on voit que t'es vraiment, je pense, devenu un spécialiste du sujet, ou en tout cas, il doit y en avoir peut-être d'autres, hein, mais l'un des spécialistes du sujet. Allez, si on regarde rapidement les playlists pour comprendre un petit peu comment est construite ta chaîne, et puis après, on reviendra un petit peu sur ce pourquoi de ce choix de thématique. Donc, comment est-ce que tu les considères? Comment est-ce que tu as construit ta chaîne? Tu as plusieurs thématiques, tu as plusieurs... Alors, je t'avoue vraiment que c'est un peu chaotique, hein. C'est qu'il n'y a pas vraiment de construction. Là, j'ai fait des playlists, mais alors je pense qu'il doit y avoir un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Non, il n'y a pas vraiment de construction en fait. Parce que moi, de ce que j'en ai vu, c'est qu'effectivement, il y a un côté vraiment spécialisé dans la description de films, où là, d'ailleurs, tu as une voix off qui est très agréable, je tenais à te le dire. C'est gentil, merci, parce que c'était pas réussi au début. C'est vrai. Oui, oui, c'était catastrophique. Et pourtant, mais j'ai regardé Candyman, là, il y a
tout à l'heure pour me faire une idée. Et ouais, c'est super. Donc là, t'es pas à l'image, hein, tu analyses vraiment le film, etc. Après, t'as des séries où t'as des invités. Il y a Christian Doumergue qui revient régulièrement. Il y a Bragi que connaît aussi Jérôme, qu'il a eu aussi le plaisir d'inviter sur Horus. Et c'est comme ça que moi, finalement, je t'ai découvert. Hein, c'est grâce à son interview sur ta chaîne. Donc là aussi, ça t'a permis de découvrir comme ça des conférenciers qui traitent le sujet. Ça t'a donné une excuse pour pouvoir finalement les approcher et puis traiter de ces sujets. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que au départ, quand j'ai fait ma chaîne, c'était pour essayer, parce que j'avais cette passion pour les films d'épouvante et autres. Et puis tout ce qui est nostalgie, jeux vidéo, nos souvenirs d'enfance, etc. Et j'avais pas vraiment grand monde avec qui en discuter. Et c'est vrai qu'en regardant des chaînes, alors moi la chaîne qui m'a vraiment motivé à monter ça au départ, ça a été Padawam. Et puis je regardais à côté aussi des chaînes comme la tienne, hein, sur laquelle on discutait un petit peu de paranormal et autres. Et ça m'intéressait vraiment énormément. Et tout ça m'a motivé en fait à créer ma propre chaîne qui au départ est partie vraiment sur la thématique de l'horreur. Donc après j'ai pu interviewer par exemple Christine Ellis de Chucky, j'ai interviewé René Manzor aussi, donc qui est réalisateur de films. Donc j'ai pu comme ça approcher des gens et au fur et à mesure, on parlait horreur et puis évidemment la thématique du surnaturel qu'on retrouve énormément dans le cinéma. Mais, en fait, j'ai pris une petite bifurcation comme ça où je me suis dit, allez, on va parler un peu de paranormal aussi. Ça a démarré avec Conjuring, puisque Conjuring est basé sur des faits réels. Donc, ça m'a permis un petit peu comme ça de créer une sorte de fourche où je parlais cinéma et d'un coup, je me suis mis à parler un peu paranormal et autres. Et effectivement, ensuite, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à prendre contact avec des gens, etc. Et à pouvoir discuter avec Christian Doumergue ou avec Bragi. Voilà, donc, ça a été vraiment, vraiment passionnant. Ouais. Oui, clairement. Alors Christian Doumergue, ton interview sur Lovecraft, elle est fabuleuse. Il a vraiment une connaissance du sujet que j'adore. Puis Bragi, là, je pense que c'est vraiment l'incontournable du moment. D'ailleurs, par ta faute, hein, voilà, j'ai acheté, j'ai acheté ces 4 bouquins, tu vois, celui-ci. Là, j'en ai reçu 2 aujourd'hui. Bon, voilà. Je pense qu'il est vraiment incontournable. Alors même si je suis pas à 100% d'accord avec lui, je suis quand même à 95% des choses où je suis en accord avec ce qu'il dit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vous invite à regarder Bragi et chez Jérôme sur Horus et chez Damien, et ça vous fera déjà une bonne idée de la façon dont il perçoit le monde et dont le monde est peut-être tel qu'il le présente lui. Et donc forcément, tout le monde se pose la question, mais Damien, qu'est-ce qui lui est arrivé quand il était jeune? Est-ce qu'il a eu des apparitions? Est-ce qu'il est tombé sur un fantôme? Est-ce qu'il a eu peut-être un trauma? Pourquoi tu t'es intéressé à tout ça? Ou est-ce que c'est juste par curiosité? Non, en fait, je pense que c'est parce que quand j'étais gamin, donc moi je suis né en 83, donc dès que j'ai commencé à regarder la télévision et les dessins animés, c'est vrai que c'était une époque où il y avait beaucoup de choses qui étaient, comment dire, par exemple, alors, je sais pas trop comment m'exprimer là-dessus, mais un peu horrifique. On a eu les Fais-moi peur qui m'ont énormément marqué quand j'étais gosse. Il y a eu les Mystérieuses Cités d'Or aussi, ce dessin animé où à un moment donné on t'explique qu'il y a voilà, il y a eu une présence extraterrestre. Enfin, toi en fait c'est tout ça, tous ces films, tous ces dessins animés, tous ces mystères aussi m'a beaucoup marqué. Les pommes qui traversaient la porte, etc. Enfin, ça c'est un truc qui m'avait traumatisé quand j'étais gosse. Et d'ailleurs j'avais appris l'existence de Rennes-le-Château dans cette émission Mystère aussi. Donc tout ça. En fait, c'était un tout. C'était une époque très particulière, je trouve, où tout était un petit peu axé sur ces thématiques-là, et forcément, ça m'a marqué. Et j'ai accroché, et ça m'a pas quitté. Je me retrouve un peu dans ce que dit Damien. Moi, quand j'étais jeune, avec mon frère, on était assidus de Mad Movies. Je sais pas si le magazine. Je crois que ça existe encore. Hein, encore, l'écran fantastique, Mad Movies. C'est ça, l'écran fantastique, Mad Movies. Et on était fans aussi de films d'horreur. D'ailleurs, moi, je servais souvent de cobaye. Il me faisait des maquillages avec du latex et tout. J'ai quelques photos sympathiques. Un jour, je vous les partagerai. Plus qu'un jour, là, tu me les envoies absolument pour que je les mette sur mon montage. Ok, enfin, j'ai pas le choix alors. Là, ça marche. Choix, ouais. Pas de souci, Antoine, je t'envoie ça.
Et du coup, Damien, alors, donc si je comprends bien, effectivement, eh bien je crois qu'on a tous la même démarche à la base. Hein, c'est la curiosité qui nous anime, le fait de vouloir un peu comprendre le monde qui nous entoure et de ne pas se contenter de ce qu'on essaie de nous inculquer à l'école ou dans les livres d'histoire. Et même si au début, tu n'as pas forcément eu de cas de manifestations particulières, etc. Est-ce que le fait de t'intéresser à tous ces sujets, ça t'a forgé une conviction? Parce que là, si je reprends ton dernier entretien avec Bragi, à la fin de l'entretien qui durait 3 heures, tu disais oh là, j'entends un truc dans les escaliers, c'est bizarre, logiquement je suis tout seul, etc. Non, en fait, moi, je suis vraiment sceptique. En fait, c'est vrai que les gens ont par mes vidéos, je donne l'impression à certaines personnes de vraiment croire au Dogman, que ça existe, etc. Non, en fait, je suis vraiment sceptique là-dessus, mais je m'interroge. Et donc, je suis, voilà, j'adore en fait écouter les témoignages des gens qui ont vu ces choses-là, parce que moi, je n'ai rien vu en fait, donc j'ai vraiment été en contact avec absolument rien. Mais ça me fascine en fait. Et ce qui me fascine dans cette thématique-là, c'est que ça ouvre une espèce de porte en fait sur un autre monde, sur autre chose que notre monde fade. Voilà, il faudrait juste travailler puis mourir à la fin. Et puis non, là en fait, il y a une petite porte, il y a une petite magie, tu vois. Il existerait des créatures, des choses, des êtres, une vie après la mort. Toi, ça nous donne une espèce de, voilà, je sais pas, quelque part, ça nous ouvre une fenêtre sur quelque chose d'autre et une espèce de monde un peu imaginaire, de rêve. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'avec ça, je m'évade, tu vois. Donc, je suis quelqu'un voilà, j'aime beaucoup m'évader dans ces univers-là. Et pour moi, c'est un petit peu ça. Mais après, voilà, c'est pour ça que je creuse, parce que je me dis, mais mince, il y a des gens qui ont réellement vu ces choses-là, qui ont vu des fantômes. Mais moi, j'en ai pas vu. Donc, donc c'est pour ça que je les interviewe. Oui, et puis au final, c'est pas parce qu'on n'a pas vu que ça n'existe pas, et puis inversement. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est ce qui est très intéressant avec Bragi, justement, c'est qu'il apporte une espèce de comment dire de réflexion là-dessus, qui permet de voir un petit peu les choses autrement. Est-ce que le fait justement, voilà, d'y croire, d'y penser, fait apparaître les choses? Est-ce que la matière peut être conçue à partir d'une pensée? Enfin, je sais pas. Tout ça, ça me passionne, quoi. Ça, c'est tout l'univers de la conscience. Mais en tout cas, voilà, après, effectivement, quand on parle pendant 2 heures avec Bragi de fantômes, de créatures effrayantes et autres, et que voilà, je suis tout seul chez moi et que d'un coup j'entends les escaliers qui craquent, même si c'est juste parce qu'ils sont très vieux, hein, ça fait un peu flipper. Tout comme après par exemple, les entretiens avec Bragi, quand je descends après en bas pour aller me servir un verre d'eau avant de me coucher, et que je vois mon salon bien sombre comme ça, j'imagine toujours qu'il y a 2 yeux rouges comme ça qui vont s'allumer. Voilà, mais ça me fait la même chose après avoir regardé 2-3 films d'horreur. Mais non, il y a rien. Toujours rien chez moi. C'est une façon d'avoir sa petite dose d'adrénaline. Ah oui, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça. Alors forcément, on a les images qui reviennent en tête, tous ces trucs-là. C'est ça. Alors, je rappelle à ceux qui nous découvrent ou qui nous regardent pour la première fois, le fait d'être sceptique ne signifie pas qu'on ne croit pas à quelque chose, parce que en français, on fait cet amalgame, hein, on dit ouais, je suis sceptique, et puis on se dit ah ben, j'y crois pas. Non, ce sont vraiment 2 choses différentes. Le sceptique, c'est celui qui met son curseur au milieu et qui attend d'avoir des preuves pour dire ah bien il y a des probabilités pour que ça soit vrai, ou il y a des probabilités pour que ça soit faux. Voilà. Donc c'est comme ça que tu abordes, je pense. Exactement, c'est ça, exactement ça. Moi, je ferme absolument aucune porte. Je ne prends pas les gens pour des fous quand ils disent qu'ils ont vu un Dogman ou des fantômes. Par exemple, avec le live qu'on a fait avec Bragi sur ces 2 personnes, donc ce couple qui avait un appartement qui était plus ou moins hanté. Mais c'est vrai que voilà, moi, je me questionne et je trouve ça fascinant d'imaginer que des gens ont vécu ces choses-là. Et j'aimerais bien en vivre aussi. Ah bah, oui, alors jusqu'à certaines limites, je pense que... Oui, mais moi je pense que justement ce qui serait incroyable, c'est que si demain, par exemple, je vois un fantôme ou que je vois un Dogman dans la forêt, ça changerait complètement ma façon de voir le monde, enfin encore plus. Et je sais pas si j'arriverai à me réadapter en fait à ce monde. Je vais travailler, je paye mes factures et puis non, en fait, je pense que je deviendrai complètement obsédé par la recherche de la vérité. Alors oui, déjà que je le suis un peu. Oui,
Oui, parce qu'après, si tu te dis, un dogman, enfin, un loup-garou, ça existe, c'est ce qui veut dire que toutes les autres choses Oui, peuvent exister aussi. peuvent C'est ça. exister aussi. Voilà. Et là, ça t'ouvre toutes les portes Mm. et c'est sûr qu'après, c'est dur de revenir dans la réalité de la vie de tous les jours. C'est ça. Et c'est vrai qu'on passe un peu pour, alors j'ai envie de dire un peu complotiste quand on parle de tous ces sujets-là, mais par exemple, il n'y a pas forcément que ça. Il y a tout ce qui est ovni, il y a tout ce qui est les pyramides, enfin toutes ces civilisations-là qui ont, on a l'impression qu'ils nous ont laissé des choses quand même assez particulières. Enfin, tout ça, en fait, je me questionne là-dessus et ça me fascine et voilà. Mais sans forcément, voilà, avoir une position là pour le moment. Non, je prends tout ce qui arrive comme théorie, j'écoute les gens et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on arrive à voir qu'il y a quand même des choses assez étranges, mais bon, on n'en a pas la. Bah, c'est ce qu'on fait aussi, nous, toutes les semaines avec Jérôme. On s'interroge sur tout ça. C'est pour ça qu'on aborde tous ces sujets insolites, parce que au final, ça peut peut-être apporter des réponses ou pas, voire il faut les recouper, mais ça reste toujours intéressant d'ouvrir une petite porte, sachant que dès que tu ouvres une porte, il y en a 10 derrière C'est exactement. qui sont à ouvrir. Et en parlant d'expérience et de témoignages, parce qu'au final, on ne peut se baser que sur des témoignages, dans Génération Cité d'Or numéro 9, donc, qui va sortir au mois de juin, on a le témoignage de Charlie Sanson, à qui il est arrivé quand même quelque chose d'assez extraordinaire début des années 90, où il rencontre une espèce de magicien qui va essayer on peut le dire, d'invoquer une entité de la nature. Je vous laisserai dire ce qui se passe dans le magazine, mais ça pourrait ressembler de très près à des apparitions de Dogman, même si ils le voient pas, en tout cas ils sentent quelque chose. Voilà, vous verrez, moi je suis resté scotché à la lecture de son article. Eh bien écoute, ce que je te propose, Damien, c'est de continuer cette émission avec nous. T'interviens quand tu veux. Avec Et plaisir. nous, on va passer sur 3 autres sujets. Et Jérôme, je ne sais même plus quel est ton prochain sujet. Allez, j'enchaîne pour toi. Merci pour une fois. Pour une fois. Est-ce que tu te rappelles ce bouquin, Antoine? Ah bah oui. Ça te dit quelque chose? Bien sûr. Regarde, là, il doit être dans ma bibliothèque, là, derrière. Tu me l'avais offert il y a quelques temps. C'est pas faux. Et j'avais adoré. Voilà. Une SF de Jimmy Gueux qui, en fait, on se rend compte que nous sommes, en fait, notre univers n'est autre que l'intérieur d'un être. Et j'avais trouvé ce roman fantastique incroyable. Parce que je m'étais souvent dit ça quand j'étais petit, si ça se trouve, notre planète, c'est juste une poussière dans le nez d'un animal quelconque. Puis un jour, il va éternuer. Voilà. Et figure-toi, Antoine, et figure-toi aussi, Damien, que des astrophysiciens ont remarqué que la structure de l'univers ressemble de façon troublante à celle du cerveau humain. Donc, je tiens à remercier Pascal, il se reconnaîtra pour l'info que je vais vous partager. Donc, c'est l'astrophysicien Franco Vazza de l'Université de Bologne et son confrère neurochirurgien Alberto Felletti de l'Université de Vérone ont étudié les similitudes entre le réseau cosmique des galaxies et le réseau des cellules neuronales, je vais y arriver, du cerveau humain, soit les deux systèmes les plus complexes de la nature. Et dans une étude publiée dans la revue Frontiers of Physics, ils concluent que même si leur échelle est clairement différente, leur structure est étonnamment similaire. Donc, ils ont annoncé ça le 17 novembre dernier. Donc, ils font voir une photo là. Donc, on voit à gauche, en fait, c'est une coupe, on va dire, et un grossissement, je ne sais plus combien de fois, du cortex cérébral humain. Et puis à droite, c'est la manière dont en fait travaille le réseau cosmique, on va dire. C'est-à-dire que dans l'univers, toutes les galaxies sont liées entre elles par on appelle ça des réseaux cosmiques. Et en fait, cette étude suggère que même les processus physiques très différents peuvent conduire à des structures complexes et organisées de façon très similaire. Donc, le cerveau humain fonctionne grâce à son vaste réseau neuronal qui contient environ 69 milliards de neurones. Et l'univers, lui, est constitué d'un réseau cosmique d'au moins 100 milliards de galaxies. Donc,
Alors, l'étude est assez sympathique, hein. Alors eux, ils pensent enfin, à la base, ils étaient partis sur le fait d'observer comment les fluctuations de la matière se dispersent à des échelles aussi contraires par rapport au cerveau humain et à l'univers entier. Et donc, ils expliquent que leur analyse a montré que la distribution de la matière au sein du réseau neuronal du cervelet, sur une échelle allant de 1 micromètre à 0,1 millimètre, suit les mêmes fluctuations que dans le réseau cosmique, où bien sûr l'échelle est plus grande, allant de 5 millions à 500 millions d'années-lumière. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais te faire cette petite référence par rapport à ce livre de Jimmy Dieu, parce que voilà, ça m'a fait penser, si ça se trouve, notre univers est un gigantesque cerveau. De toute manière, Jimmy Guilleux était un génie en son temps. Hein. Je pense qu'il avait vraiment abordé tous les sujets et compris énormément de choses. Et il avait eu l'intelligence pour que ça puisse passer, de le mettre sous forme de roman. Et si vraiment vous lisez tous ces romans, mais de façon au second degré, on va dire, avec une double lecture, vous y apprendrez vraiment beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qu'on redécouvre aujourd'hui. On s'aperçoit que finalement, on n'a rien de nouveau. Hein, depuis 50 ans, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, que nos aînés connaissaient déjà, et qu'on redécouvre d'une autre façon, mais les sujets sont toujours les mêmes. Et alors du coup, Damien, je voulais te poser la question, parce que j'ai vu que tu avais fait, justement, dans une de tes émissions, tu avais traité d'Avatar. Où Avatar, il y a ce réseau-là de racines qui finalement fait l'intelligence de la planète. Est-ce que pour toi ça te paraîtrait dément que finalement chaque galaxie représente une neurone et que c'est tout ce réseau-là qui créerait une supraconscience, qu'aujourd'hui on appelle Dieu, le grand architecte ou autre. Comment est-ce que... Non, je trouve pas ça complètement fou. D'ailleurs, c'est assez intéressant que vous abordiez ce sujet parce que c'est vrai que c'est des questions que je me posais depuis très longtemps. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une créature géante en fait, dans une autre forme de vie? C'est vrai que moi j'avais déjà vu une vidéo il y a très longtemps, hein, il y a des dizaines d'années sur YouTube où on voyait justement, alors c'était l'intérieur d'un corps humain et on en sortait comme ça. En fait, il y avait une caméra qui zoomait de plus en plus. On voyait que c'était une personne qui était couchée dans l'herbe, mais d'un coup en fait ça rezoome plus haut, on rentre dans l'espace et au final on s'aperçoit qu'on revient dans le même système que dans lequel on était au départ et ça forme une boucle. Et ça m'avait toujours marqué en fait. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas dans un autre être vivant et quand celui-ci va mourir, ce sera la mort en fait de notre galaxie et de... Ouais, c'est... Par fractal, quand tu regardes un atome, la manière dont est composée une molécule avec un atome, des électrons, des neutrons qui gravitent autour, ça ressemble à des petits systèmes solaires en fait. Exactement. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, quand on faisait des émissions avec Silvano Trotta, il avait traité d'un sujet comme ça, d'une scientifique qui démontrait que on vivait dans un monde holographique. Donc pourquoi pas, si effectivement ce réseau neuronal galactique existe, il pourrait très bien faire une projection holographique de notre bulle d'existence à nous. Ça pourrait être une possibilité. Et c'est vrai que c'est le genre de choses, quand on commence à rentrer là-dedans, ça fait mal à la tête, hein, vite. Exactement. En tout cas, voilà, merci, c'était une info très intéressante et puis qui ouvre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Damien, à d'autres perspectives. Hein. Le monde n'est peut-être pas figé à ce que l'on croit et il faut toujours se positionner de façon à être prêt à accueillir de nouvelles théories, même si ça reste que des théories. Au bout d'un moment, ça nous construit, nous, en tout cas, notre forme de pensée. Jérôme, ce que je vais te proposer, c'est de continuer sur ta lancée et de parler d'une pièce quand même assez extraordinaire. Alors, Jérôme, qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Bah écoute, tu sais, Antoine et Damien aussi, hein, vous le savez, tous les ans, chaque pays européen sort des pièces, je dirais, en tirage limité, des séries très limitées de pièces allant de 10 et en l'occurrence 25 euros. Et donc, c'est la pièce que vous voyez à l'écran, c'est la dernière pièce de 25 euros que l'Autriche a sortie justement.
Alors, je sais pas, Antoine, mais moi, elle me plaît bien cette pièce. Attends, on va demander à Damien. Qu'est-ce que tu vois, toi, Damien, sur cette pièce? C'est très particulier quand même, cet alien qui tient le monde dans sa main. Tout à fait. Mhm. Mhm. Il y a Ouais. plein de petits détails aussi, hein, quand tu Autour, regardes ouais. un petit peu. Alors ça, on va dire, c'est le côté pile, hein, avec marqué justement 25 euros, République autrichienne. Et puis, dans le cercle intérieur, là, vous avez aussi tu sais, au bout du doigt de l'alien, vous voyez pas un petit code là qui est écrit? Exact. Voilà, N égale R fois FP fois NE fois. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que moi, je suis allé chercher un petit peu, je suis curieux, moi, justement. Donc, j'ai tapé ce code sur un moteur de recherche connu, hein, et en fait, il s'avère que c'est l'équation de Drake. Donc, l'équation de Drake, hein, il faut savoir que c'est un astronome en 1960. Il était la première personne à effectuer une recherche systématique de signaux intelligents en provenance de l'ensemble de l'univers. Donc en fait, il utilisait un télescope de 25 mètres de diamètre dans un observatoire. Et donc son projet dénommé OSMA était bon marché, simple, mais malheureusement infructueux. Donc Francis Drake, convaincu de l'existence d'une forme de vie extraterrestre depuis son enfance, dans les années 30, ne pouvait pas s'imaginer que le genre humain soit la seule civilisation peuplant l'univers. Et donc, il a potassé ce monsieur et il a sorti une formule, une équation en fait, qui exprime donc le nombre n justement, hein, le n du début de cette équation, de civilisations observables qui existent dans notre propre galaxie. Donc, pour vous la faire court, hein, le R, c'est le nombre d'étoiles naissantes chaque année dans la Voie lactée. FP, c'est la fraction de ces étoiles qui possèdent un système planétaire. NE, c'est le nombre moyen de planètes similaires à la Terre, avec donc aptes à abriter une forme de vie. Le F, c'est le nombre de planètes habitables sur lesquelles une forme de vie a pu évoluer. FI, taux des planètes où une évolution biologique produit effectivement une forme de vie intelligente. FC, c'est le taux de ces formes de vie intelligentes capables de communiquer à travers l'univers. Et L, la durée de vie moyenne d'une civilisation capable de communiquer à travers l'univers, exprimée en années. Voilà. Donc, si vous mettez toute cette équation, tous ces paramètres, etc., selon justement Drake, il y aurait 10 000 planètes dans notre galaxie qui seraient au même niveau que la Terre, donc capables de communiquer, voilà, selon ce chiffre. Mais bon, voilà, j'ai creusé un petit peu quand j'ai vu cette pièce avec tous ces petits détails, puis j'ai vu cette équation. Voilà, j'ai été chercher pour vous ce que ça signifiait. Et donc, il y a le côté face aussi, Antoine, que tu peux peut-être nous faire voir. Juste avant de passer au côté face, quand même, parce qu'il y a quand même vachement de trucs. Ah, il y a plein de détails. Oui. Cette pièce, elle me fait quand même penser pas mal à la couverture de The Economist. Oui, voilà. On a l'impression qu'on est en plein dedans. Avec plein de petits symboles partout. C'est ça. Pourquoi un arbre cette horloge-là qui représente, alors elle représente quoi? Le temps. Le temps, ou est-ce que justement il y a une valeur précise? C'est justement l'échelle temps est pris en compte, hein, justement dans cette équation de Drake. Hein. Oui, mais est-ce que 1h moins le quart, 1h moins 7? Ah, il faudra creuser. Alors, je vais te faire voir 4 pièces, Antoine, si tu creuses les 2 faces des 4 pièces. Là, c'est quoi? C'est une pyramide? Dans 2 heures, on y est encore. Oui, je sais. Je vous laisse voir, hein, les pièces que je vais vous faire voir, hein, vous pouvez les trouver facilement. Hein, vous tapez. Allez, on regarde. Et pourquoi une pyramide, Jérôme? Non, c'est dans les pyramides. C'est une une pyramide à trois côtés, je sais pas, c'est ouais. 4 côtés. Ouais. Voire même regarde, si tu regardes bien là, il y a un petit trait qui descend plus bas. En réalité, elle a 8 côtés, Guizet. Si pour ceux qui s'y intéressent. Bon, ok. Allez, on regarde l'autre côté. Voilà, côté face. Donc là, vous avez ce sont les 3 molécules, donc le CO2, hein, le dioxyde de carbone, CH4 c'est le méthane, et puis O2 c'est l'oxygène. Donc c'est les trois éléments qui doivent être présents sur une planète pour qu'il y ait la vie. Et bien sûr la végétation et l'eau. Donc je présume que c'est l'eau à l'état liquide avec ses petites gouttes et l'eau à l'état gazeux aussi, hein, pour créer une atmosphère pour que ça soit vivable, quoi. Donc voilà les 3 conditions aussi. Mais bon, elle est pas mal cette petite pièce, hein. 25 euros, c'est un peu cher, mais on peut la trouver, hein, sur des sites de numismatie. Hein, vous pouvez aller un engrenage, là, un engrenage. Pourquoi un engrenage? Alors, oui, juste à noter qu'elle est son cœur est en niobium. Voilà.
Le niobium, un alliage. c'est ça, c'est un métal dont qu'on s'appelle la codification dans la table de, je sais plus comment il s'appelle, c'est le 41. Mhm. Voilà, c'était juste pour frimer. Non, allez, la vraie question là-dessus. Bon, j'ai été chercher dans Wikipédia juste avant, bien sûr. D'ailleurs, vous le voyez là, ici, Wikipédia. Si les extraterrestres n'existent pas, si on réfute toute la théorie extraterrestre, pourquoi diable mettre un E.T. sur une pièce collector et puis là, pas en n'importe quel plus, E.T. en plus. Hein, c'est un gris et il a la Terre entre les mains, et il l'observe, quoi. Bah, c'est Il ça. l'a surveillé, quoi, tu vois. Ils sont là, ils nous observent. Hein, tu vois, c'est le message. Le message, c'est ils sont là, ils nous observent. C'est ça. Là, moi, oui, Damien. Non, pardon. Moi, en fait, je verrais plus les choses. Alors, de l'autre côté, on peut voir donc les éléments qui permettent de créer la vie. Et là, on le voit tenir donc la Terre dans la main comme si c'était eux nos créateurs, en fait. Aussi. Moi, je l'aurais vu comme ça. Aussi. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est pour essayer de faire passer un message? Est-ce que c'est une tentative de divulgation? Je sais pas. Mais ouais, très particulier d'avoir choisi cette thématique. Ah bah du coup moi j'ai creusé, hein, je suis allé voir les pièces des années d'avant parce que tous les ans l'Autriche sort tous les ans sa pièce. Les autres thématiques sont pas piquées des verres non plus. Non, hein, Antoine, là on est à fond dans les mimis. Hein. Vous allez voir. Complètement. Alors, si tu peux nous partager la pièce de 2021, Antoine. Donc la pièce de 2021. C'est ça. Bon, cette pièce est un petit peu moins strange que celle de 2022, on va dire, mais bon, elle est un peu plus axée sur les transports, je pense, et les transports du futur. Hein, on voit cette machine. D'ailleurs, c'est moderne, hein, quand même. Ça nous rappelle, tu sais, ce que j'avais présenté dans le Mimi numéro 7, tu sais, c'est cette fameuse voiture drone. Là. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que sur l'autre face, ils mettent le doigt sur quand même l'hydrogène, tu vois, H2. Et moi, je pense que, en effet, l'hydrogène, c'est la solution du futur, pour se déplacer ou autre chose. Et ça, je pense qu'on peut le faire très très facilement. Hein. Il suffit d'installer des petits crackers miniatures et vous mettez de l'eau dans votre voiture. Le cracker sépare l'oxygène du dihydrogène et molécule d'hydrogène. C'est un super combustible. Vous injectez ça dans votre moteur à combustion classique et c'est parti, quoi. Et en plus, c'est non polluant. Et tu as été chercher là le XTIO 200? Non, j'ai pas pu aller tout chercher, Antoine. Bon, bah, si vous avez le temps de chercher. Voilà, si les mimis ont envie de chercher, je pense qu'il y a plein de choses. Bon, c'est pas la pire. Hein, franchement, c'est quand je suis tombé sur celle de 2020. Alors là, Antoine, je sais pas si tu peux nous la faire voir. Celle-ci, maintenant, Jérôme, c'est celle de 2020. De 2020. Voilà, toujours 25 € en plus. Hein. Et celle-là, je trouve qu'elle est pas mal. Ouais. Avec cet œil, tu sais, ça fait un petit peu un œil artificiel. Avec un petit peu dans un téléobjectif, tu vois comment les graduations tout autour avec 0,23 mm là, c'est comme un zoom. Et quand tu retournes la pièce, justement, tu vois ce que voit cet œil, nous en fait, tu vois. Et c'est un petit peu pixelisé et en haut t'as le record là, tu vois, comme si l'œil artificiel allait lancer l'enregistrement. C'est horrible. Et en plus, 2020, ils l'ont mis en minutes, tu sais, 22.20, tu vois, comme le chrono d'un enregistreur. Ouais, j'ai trouvé que celle-là, elle était. Ouais, puis les petits carrés, le personnage comme ça qui est entouré de ce halo violet, c'est comme si on lui soutirait des informations en fait, comme s'il y avait des données en fait qui en sortaient. Tu les as sur le côté là. Regarde, tu as euro. Tu vois, tu as le cœur, son emplacement géographique. Tu as vu l'euro d'ailleurs. Oui, avec. Ils l'ont vachement bien fait avec le côté Wi-Fi. C'est ça. Où toute la monnaie sera. L'euro crypto. Sera crypto. L'œil électronique nous surveille et prend toutes les informations. Et la localisation aussi là. La localisation où tu es, c'est ça. Elle me fait très penser cette pièce-là à Black Mirror, à un épisode de Black Mirror. Je sais pas si tu les as vus, Damien. Ouais, je les ai vus. Ouais. Et il y en a un comme ça où alors je sais plus si c'est une appli ou s'ils sont obligés de l'avoir et justement quelqu'un qui est banni, en fait tu peux plus le voir, tu sais, tu te rappelles cet épisode? Ouais, c'est terrifiant. Et ça ressemble à ça, quoi. Allez, je vais vous faire peur avec la toute dernière. On va s'arrêter là, la 2019. Alors celle-là, c'est celle de 2019. Elle est pas mal non plus.
Vous savez ce que ça veut dire, Künstliche Intelligenz? Oh, bah non. Bah non, j'ai traduit pour vous, intelligence artificielle. Bah oui. Et là, vous voyez ces espèces de neurones, hein, donc on a la silhouette d'un homme, hein, avec le système neuronal, et on voit à côté, tu vois, que tout se transforme en un code binaire 1, 0, 1, 1, 0. Et lorsque tu retournes la pièce, bah là, voilà ce qu'on a. On a de profil, cette espèce d'humanoïde, là, tu sais, un petit peu à la Robocop quand il enlève son casque. Et puis cette espèce de grosse puce greffée sur son cerveau. Bon, là, on est à fond dans l'intelligence artificielle, le transhumanisme et l'intelligence artificielle, exactement. Donc voilà, ils sont assez étonnants, les Autrichiens, avec leurs pièces de 25 €. Surtout, mais voilà, c'est quoi le message derrière tout ça? Il y a une raison à tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire passer? C'est pas juste fun, tu vois. À un moment donné, en plus, les numismates à la base sont des gens qui sont plutôt sérieux, tu vois, qui collectionnent les pièces anciennes, il faut pas qu'elles soient ébréchées, machin, etc. Ils sont pas du tout dans le délire UFO, dans le délire SF, etc. Donc c'est qu'il y a un message à passer. Un message, oui, peut-être pour certains, comme nous, qui vont savoir le décoder, mais il fallait tomber dessus, quoi, surtout en Autriche. Bon, moi j'ai juste vu la pièce passer comme ça par hasard sur un réseau social, et hop, et du coup, par curiosité, je suis allé voir les autres, et puis voilà, quand j'ai vu celle des années d'avant, et vous pouvez continuer en arrière, comme ça, vous verrez, il y en a des pas mal non plus. Il y en a des pas mal, ouais. Si, j'ai vu qu'aussi Elisabeth en avait parlé dans son entretien avec toi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'entretien de Jérôme avec Elisabeth, allez-y, vous verrez, c'est une autre facette d'Elisabeth, c'est pas la conteuse, en tout cas elle raconte pas, mais elle se raconte, et là c'est aussi très intéressant. Voilà, je vais faire la petite parenthèse. En parlant de se raconter, eh bien écoutez, la semaine dernière, vous vous rappelez, on avait lancé un petit challenge, on vous avait demandé de raconter vos rêves, et il y en a eu plusieurs qui ont joué le jeu, qui nous ont mis leurs rêves pendant l'avant-première dans le chat, ou alors après sous la vidéo, voire même j'en ai reçu par mail. Je sais pas si je vais avoir le temps de tous les dire, mais je vais vous en citer quelques-uns, puis vous allez me dire, vous allez réagir là-dessus, quoi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Déjà, le premier, c'est celui de Samira, qui dit « Enfant, j'ai rêvé qu'un squelette sortait de mon armoire et venait me chatouiller la plante des pieds. Je me suis réveillé avec le sourire et la sensation véritable d'avoir été chatouillé. » Donc là, on passe vraiment de l'onirique au ressenti matériel, physique. Qu'est-ce que vous en pensez? Damien, toi, ça t'interpelle? Oui, c'est assez interpellant parce qu'effectivement, c'est vrai que des fois, on a certains rêves qui sont tellement réalistes qu'on a l'impression, en se réveillant, de l'avoir réellement vécu et d'en avoir une espèce de sensation physique en fait qui est restée comme ça. C'est très étrange, hein. Alors, je me suis toujours demandé si le fait de rêver, notre cerveau n'était pas complètement à fond dedans et du coup, on pouvait ressentir à peu près les mêmes sensations que si on les avait réellement vécues. Ça reste très perturbant, très intriguant. Bah, ça marche avec les rêves érotiques, alors pourquoi pas avec les rêves plantaires, allez savoir. Alors il y a celui de Véronique qui nous dit « Mon dernier rêve, je trimballais un sommier ancien dans les rues de mon village et je croisais un inconnu qui en transportait un aussi. » Et elle dit « C'est nul. » Moi je l'adore. C'est peut-être l'un de mes préférés celui-ci. Parce que si on reprend ce que tu disais la semaine dernière, Jérôme, c'est que finalement nos rêves nous emmènent dans des univers parallèles. Peut-être, Véronique, que tu es une marchande de sommiers dans cet univers-là et que les gens se trimballent avec leurs sommiers dans cet univers. Pourquoi pas? Ouais, moi j'ai trouvé ça très, très drôle. Alors il y a Bello Gallico qui nous dit que lui aussi il se voit jamais physiquement dans ses rêves, il sait même pas s'il a la même apparence, on en avait parlé, hein, Jérôme. La bande son a été coupée, ouais. Il dit que son ingénieur du son interne se barre la nuit, donc il n'a jamais de son dans ses rêves. C'est dommage. Il croise des personnes qu'il connaît, mais qui n'ont pas tout à fait, ou voire pas du tout la même apparence physique, mais il sait qu'il s'agit de telle ou telle personne. Et c'est vrai que ça...
comme on en Ça fait parlait souvent l'autre ça. fois. Tout à fait. Et il croise aussi souvent des animaux, principalement des chiens, des chats, des serpents, mais jamais agressifs, et avec une interaction plutôt agréable. Et voilà, il fait jamais ou très peu de cauchemars, ou alors quand c'est très classique du genre une pièce dans la pénombre, une présence ressentie derrière la porte, le cœur qui bat la chamade, et souvent il se prend de foncer vers la porte pour ouvrir, et puis il porte. Voilà. C'est plutôt classique. Alors, en parlant d'animaux, il y a Léonide qui lui, il rêve très souvent qu'il se fait poursuivre par des lions. C'est ça. Voilà. Moitié cauchemar, moitié agréable. C'est vrai. Ça- Non, en ça- fait, il se fait poursuivre par des lions, mais qu'ils ne l'attaquent jamais. C'est pour ça que c'est moitié Oui, cauchemar, c'est ça. moitié agréable. Il flippe, mais il se fait pas bouffer comme Daniel. Moi, j'aime bien, c'est Fred Dumont aussi, parce que je les avais notés aussi. Ah, tu les avais notés toi aussi? D'accord. Ouais, mais alors là, Fred Dumont, c'est un frimeur. Là, moi, j'en ai repéré 3 frimeurs. Fred Dumont, Cédric Rabris-Dorx et Sébastien Soulier. Allez, on va dire pourquoi vous êtes des frimeurs, les gars. Fred Dumont, bonjour, mon rêve préféré, c'est voler. Il n'y a rien de mieux. On écarte les bras et hop, on décolle doucement. Ça, c'est pas donné à tout le monde de décoller comme ça. Hop, 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 dans ses rêves. Exactement, voilà. Mais Cédric, il dit pareil, oui, ben moi aussi, en faisant la brasse, et puis il nage à 4-5 mètres du sol. Arrêtez, vous faites trop envie, quoi. Non, mais ça, par contre, ça m'est arrivé. Oui, c'est vrai. Et je suis vrai très maladroit pour me diriger. Mais oui, comme si tu brassais l'air, quoi. Tu flottes comme si tu étais dans l'eau et j'ai du mal à me guider. Ça m'est arrivé aussi comme rêve. Ouais. Ouais, et Sébastien, il dit, ben, je rêve souvent aussi que je m'envole et que je ressens physiquement une grande aspiration vers le haut, une sensation de lévitation, c'est génial. Damien, tu t'envoies en l'air la nuit? Non, j'ai jamais rêvé que je volais. Ah, moi non plus. Ah, je suis dégoûté. Quand je vois ça, je suis dégoûté. Il suffit d'y penser fort quand vous endormissez, les gars, ce soir. Ah oui, Je veux j'ai voler cette essayé. nuit. Non, j'ai Non. essayé cette méthode. Non, mais toi, t'es un agent secret. Tu peux pas. En plus, Ah, si non, tu te mets à voler, c'est bon. Hein. C'est ça. Néo, quoi. Je cours partout, Damien. J'avais entendu, ouais. T'avais entendu, ouais. Ouais. Moi, j'ai relevé Mamzelle aussi. Coucou Mamzelle qui dit j'ai fait un rêve tout con ce matin. Je comprenais pas pourquoi ma chaussette avait un trou au beau milieu de mon pied. De ce fait, je demande à ma copine de regarder. Et non, elle n'avait pas de trou. Et son rêve l'a réveillé. Et toute la journée, il a eu mal au pied à l'endroit du trou. Il n'y avait rien pourtant. Et elle avait mal au pied. Et pourtant, voilà. Elle ne sait pas pourquoi. C'était plus d'Igili, là, de squelette, là. Non, mais c'est quand même surprenant. Elle rêve qu'elle a un trou dans sa chaussette. Et toute la journée, elle a mal au pied. Un petit signe du cerveau, voilà, de l'inconscient qui allait dire oui, mais tu vas avoir mal au pied aujourd'hui. Tu vois, qui dure. Ou alors oui, par un trou ah oui, ça dans la peut être ça chaussette. aussi. Ça peut être ça, Tu sais effectivement. que les rêves, c'est très symbolique. Hein. D'ailleurs, il est conseillé de noter ces rêves, parce que dès que vous vous réveillez, parce que si vous attendez 10 minutes, chut, le rêve s'évanouit. On se rappelle plus. Tu t'en souviens, toi, Damien, de tes rêves? Non, c'est assez rare que je m'en souvienne. Et généralement, c'est vrai que certains matins, je me réveille en me disant que j'ai fait un rêve incroyable, etc. Et pouf, en fait, ça s'évapore. Et après quelques minutes, je m'en souviens plus. Et c'est vrai qu'il faudrait les noter. Et des fois, c'est vrai que c'est assez fou, quoi. Ou avoir un petit enregistreur. Parce que je pense que dès que tu commences à les noter, il y a ton cerveau qui se remet. Oui, moi ça m'est arrivé en notant la phrase, en sachant ce que j'allais écrire, commencer la phrase, et en écrivant la phrase, tout s'est évaporé comme tu dis, et puis je sais plus finir la phrase, je sais plus ce qui est arrivé. C'est quand même cinglé ça, tu vois. Tu te dis que finalement tu maîtrises rien, quoi. C'est terrible. Il y a Paxo qui nous dit: je fais un rêve récurrent que j'ai fait des dizaines et des dizaines de fois depuis tout petit. Je suis avec mon épouse et mon fils, je regarde au large une vague énorme qui s'approche, un énorme tsunami, et nous sommes submergés par la vague, et je me réveille paniqué. Et très heureux de penser que ce n'était qu'un rêve, mais quelque chose au fond de moi, quelque chose d'inexplicable me dit et m'assure que j'ai réellement vécu ce traumatisme. Donc là, ce serait quoi? Ce serait une vie antérieure où il serait mort, noyé dans un tsunami qui reviendrait à la surface, sans faire de jeu de mots. T'avais jamais entendu parler de cette histoire? C'est Bruno qui m'avait raconté ça. C'est une histoire vraie. Hein. C'est un enfant quand il est tout petit, il fait un cauchemar. Il est en fait dans la cour chez ses parents, et il y a un avion qui s'écrase dans la cour d'à côté.
Et ça l'a marqué toute sa vie, ce rêve. Enfin, tu sais, il y a des rêves parfois qui nous marquent à vie, quoi, comme on dit, hein, que ce soit des rêves ou des cauchemars. Et puis, je pense qu'il était dans la quarantaine. Il a été rendre visite à ses parents qui habitaient toujours à la même maison. Et donc, il s'est assis à table avec eux dans le jardin. Et il y a un petit avion qui s'est écrasé dans la cour d'à côté. Et là, tu te poses des questions. Est-ce que c'est lui qui s'est renvoyé avec cette émotion qu'il a eue ce jour-là? Est-ce qu'il s'est pas renvoyé ce moment dans le passé à lui petit? Il l'a vécu en rêve. C'est pire encore. Ouais. Tu vois, très intéressant comme boucle temporelle. Mais sur les histoires de tsunami, de toute manière, j'avais entendu dire aussi que par rapport à ce fameux tsunami qui a fait plus de 130 000 morts, il y avait eu beaucoup de personnes sur la planète qui avaient rêvé d'une vague géante. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Oui. Donc on peut se demander si effectivement nos rêves sont des rêves prémonitoires, et il y a justement, c'est Mélanie qui nous écrit, il y a une vingtaine d'années, en fait elle faisait beaucoup de cauchemars, des cauchemars récurrents, et puis, alors je ne sais pas si vous connaissez la méthode, hein, quand vous faites des cauchemars, en général c'est ce qu'on explique aux gamins, vous dessinez votre cauchemar sur une feuille de papier où vous l'écrivez, et vous le déchirez, le mieux après c'est soit de brûler la feuille, soit de la mettre aux toilettes pour la faire disparaître dans les limbes de l'oubli, et le cauchemar, par miracle, en tout cas c'est efficace, mais il disparaît, vous en faites plus. Et donc, du coup, visiblement Mélanie, elle notait tous ses rêves et tous ses cauchemars dans un carnet, et dans un de ses rêves, elle était dans un joli parc avec quelques amis, donc elle était enfant, hein, et un drôle de bonhomme arrive et leur dit qu'ils peuvent se mettre au pied du toboggan et qu'ils verront glisser le long du toboggan quelque chose qui leur désignera leur avenir. Donc alors ses amis et elle se mettent au pied du toboggan, et puis il y en a un qui voit une fourchette avec des couteaux et une toque, et qui glisse vers le premier gamin pour lui dire qu'il va devenir cuisinière. Et puis tous ses autres copains, voilà, ils ont des trucs plutôt sympas, et puis quand son tour arrive, elle voit apparaître une boule de papier froissé, des emballages carton, et elle se dit mais mince. Ils ont vidé une poubelle sur le toboggan. C'est ça, ils ont mis des poubelles sur le toboggan, on voit des détritus, des boules. Bon, et puis après, elle a grandi, son carnet il a été oublié, et puis dans un déménagement, elle a retrouvé son carnet, elle a relu son carnet, et elle s'est souvenue de son rêve. Et c'est ça qui est génial dans son histoire, c'est que, donc 20 ans plus tard, elle relit la prémonition que lui avait apporté ce rêve il y a 20 ans, et il faut savoir qu'aujourd'hui, eh bien, elle est devenue, non pas éboueuse, mais elle est devenue une artiste, et elle crée des sculptures fantastiques où elle va créer une espèce de bestiaire, et pour créer ce bestiaire, elle utilise, je vous le donne dans le mille, de la pâte à papier mâché, et toute base de papier, d'emballage, de recyclage, etc. C'est excellent comme histoire. Excellent. Voilà. Alors d'ailleurs, Mélanie, si tu nous écoutes, n'hésite pas, si tu as une galerie pour qu'on puisse voir un petit peu tes œuvres, ça pourrait être sympa, n'hésite pas à mettre le lien, et puis comme ça on ira y jeter un petit coup d'œil. Allez, il en reste 2-3. C'est Annette qui, elle, faisait des rêves qui lui plaisaient pas. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est que quand elle se rendait compte à la fin de son rêve que c'était pas cool, eh bien elle arrivait à remonter en arrière au milieu de son rêve, et puis à changer de bifurcation. C'est le cours de son rêve, c'est génial ça aussi. Et puis elle nous met une petite phrase, elle dit « Je fais aussi des rêves tout en hollandais ». Alors je lui ai posé la question, mais peut-être au moins une base, quoi. Tu parles hollandais ou... Mais non, figurez-vous qu'elle parle pas hollandais. Elle comprend ce qui... Oui. Ah oui, en tout cas, ça n'a pas l'air elle comprend dans son rêve, mais dans la vie de tous les jours, elle ne comprend pas le hollandais. C'est ça, elle comprend dans son rêve. C'est fou ça aussi. Qui c'est que j'ai d'autres Allez, un petit dernier. C'est Sam qui nous dit tiens, c'est marrant que vous parliez de tout ça, parce que justement dans mes rêves, depuis quelques années, je suis presque convaincu que je vivais plusieurs autres vies dans une réalité alternative, accessible par les rêves.
Et justement, ces derniers jours, c'est très précis, et j'en arriverai presque à connaître les autres moi. Donc là, on est vraiment dans ton sujet de la semaine dernière, où il rencontre ces autres lui des réalités alternatives. C'est ça, on switch dans des mondes parallèles. Ouais. Alors, après, bon, j'en ai encore un dernier qui est vraiment très long. Je vais pas tout lire. Je vais juste en lire un petit passage. C'est Chris qui nous envoie ça. Et puis peut-être qu'on y reviendra dans une autre émission parce que si vous continuez à nous envoyer vos rêves, mais on en reparlera parce que c'est vrai que c'est sympa. Donc, attendez que je retrouve. Donc, c'est en décembre 2019, visiblement. Il se retrouve dans sa chambre, dans son lit, réveillé par la présence d'une ombre, d'une entité menaçante, qui se trouve au pied de son lit et qui semble l'observer. Cette ombre, cette entité, était de couleur sombre, noire, brumeuse, difforme, et d'allure longiligne, pouvant être assimilée à une forme humanoïde. À nouveau, il était paralysé par la peur, incapable de bouger ou de parler. Je savais encore une fois que bouger ou parler me libérerait de ce cauchemar, mais en vain, malgré tous ses efforts. Il n'y arrivait pas, l'entité restait flanquée au pied de son lit, et ne bougeait nullement, comme si elle attendait pendant que j'essayais de bouger ou de parler. Puis l'entité se précipita sur moi, et boum, je me réveillai. Voilà. Il se souvient de l'angoisse et de la peur à son réveil, qui a perduré un moment, étant donné que je venais d'être attaqué là où je me suis réveillé. Alors, j'ai pris, alors il lui arrivait beaucoup de choses dans ses rêves depuis des années. J'ai pris cet exemple en particulier parce que Damien, je suis sûr que ça te parle, ça. Oui, alors en fait, il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange qui m'a vraiment beaucoup marqué. Bon, après, je dis pas que c'est quelque chose de paranormal, de surnaturel ou quoi que ce soit. Ça peut s'expliquer très rationnellement. Il y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'en 2006, j'ai eu une expérience assez étrange où en fait je suis parti me coucher, voilà, j'étais seul chez moi, je m'endors tranquillement sans avoir pris quoi que ce soit avant ou autre, je suis vraiment voilà dans un état d'esprit tout à fait normal et je pars donc me coucher et en pleine nuit, je vais me réveiller en fait. Mais vraiment en pleine panique. C'est-à-dire que j'ai le cœur qui bat, mais vraiment j'ai l'impression que mon cœur va sortir de mon corps. Je suis en totale panique. Et ce qui est vraiment j'ai un souvenir très net d'avoir vu quelque chose m'enjamber, en fait. L'espace d'une seconde, j'ai vu quelque chose m'enjamber. Et c'était quelque chose de gris. Je me souviendrai toujours de cette couleur un peu gris-noir et avec une espèce de texture, en fait, dessus, comme des petits picots. Et ça vraiment ça m'avait vraiment marqué en fait, mais ça a duré un quart de seconde et j'étais en pleine panique et en fait donc je me souviens d'avoir vu donc cette chose m'enjamber, mais vraiment j'ai vu comme une sorte de jambe en fait, j'ai pas vu de visage ou quoi que ce soit. Et mais après j'étais tellement en fait dans comment dire dans une panique telle que je pensais qu'à survivre, j'avais vraiment l'impression que j'allais que j'allais mourir instantanément. C'était terrible. Et voilà. Alors après, est-ce que j'étais pas en train de rêver de quelque chose d'effrayant qui s'est matérialisé dans ma réalité, j'ai envie de dire, au moment où je me suis réveillé, parce que ça m'a tellement fait peur que du coup, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, genre, quand tu discutais de cette personne qui s'était fait chatouiller le pied par un squelette, c'est vrai que des fois, on peut, en se réveillant, avoir l'impression de l'avoir réellement vécu et qu'on a encore des sensations, en fait, physiques sur notre corps. Donc là, pour moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. J'ai dû faire un rêve, un cauchemar. Par contre, un cauchemar, automatiquement, tu t'en souviens à ton réveil, quoi. Et voilà. Et là, j'ai aucun et là, t'as aucun souvenir. J'ai aucun souvenir de mon cauchemar. J'ai aucun souvenir, en fait, d'avoir cauchemardé. Je me suis juste réveillé d'un coup, avec cette sensation, voilà, que mon cœur allait, mais vraiment sortir de ma poitrine et d'avoir vu quelque chose m'enjamber comme ça, l'espace d'une seconde. Et c'est vrai que ça, mais je revois encore vraiment l'image de ce truc. Ça m'a jamais quitté, quoi. Mais après, voilà, pour moi, ça peut être, j'étais en train de rêver et en fait, tu vois, il y a peut-être eu un espèce de moment de flottement, en fait, entre le rêve et le réveil et le retour à la réalité. Et en fait, les deux se sont superposés et ça a créé cette image. Mais, ouais, très particulier. Mais bon, après, voilà, je dis pas que c'est un extraterrestre qui est en train de m'implanter un truc dans le nez. On pourrait croire. Écoute, là, tu as un bon témoignage, c'est de post-abduction. C'est ça, le truc, c'est que autant les rêves où on trimballe des sommiers sur soi dans la rue, c'est pas courant. Ou on se fait poursuivre par des lions, c'est pas courant.
autant des rêves où on apprend à voler, on vole, c'est récurrent, beaucoup de gens le font, mais aussi ce rêve-là où il y a une ombre au pied de son lit ou à côté de soi, qui on sait pas trop si c'est effectivement un rêve ou si c'était bien là et qu'on était en paralysie du sommeil. Ouais, c'est vrai que ça revient en plus très souvent dans les témoignages d'abduction. Alors après, tu sais, au niveau de l'abduction, il y a toute une panelle, quoi, entre l'abduction physique, l'abduction éthérique, etc. Voilà. Mais souvent, dans tous les cas d'abduction, ça commence comme ça. Alors maintenant, c'était en 2006, il n'était rien arrivé depuis. Non, après, j'ai rien eu de particulier. Il y a j'ai jamais eu Mais quand même, ce qui est à noter, c'est que tu as été quand même très précis sur la date. Tu vois, moi, je serais incapable de te dire en 2011, j'ai fait tel rêve ou tel rêve. C'est que quand même, il y a ça. Ah oui, ça m'avait vraiment marqué, ouais, vraiment. Après, pendant plusieurs jours, tu vois, je me demandais ce qui s'était réellement passé. Puis, en fait, c'était surtout aussi le problème physique, me réveiller comme ça en pleine nuit, panique, avec cet état de panique, mais vraiment où j'ai cru que j'allais appeler les urgences. Je me souviens être même sorti de mon appartement à l'époque parce que je pensais que j'allais vraiment mourir là instantanément. C'est une sensation qui est terrible, et c'est surtout ça qui m'a fait flipper. Et je me disais, mais jamais j'ai envie de revivre une telle chose. Donc c'est pour ça que je suis très précis sur la date, parce que je m'en souviens vraiment, ça m'avait... Et peut-être, tu vois, on voit peut-être le mauvais côté de la pièce ou le verre à moitié vide, mais ça se trouve, t'étais en train de mourir étouffé, et puis justement, t'as une entité qui est arrivée, qui est venue te sauver, et tu l'as vu. T'as mis un grand coup de pied, t'as juste vu la jambe partir. Non, mais ce qui est vraiment étrange, ouais, c'est pourquoi cette chose grise, cette espèce de peau qui, ouais, enfin, ça avait l'air, voilà, c'était vraiment, pour moi, c'était très réaliste, en fait. Mais, ouais. Mais ça, j'en ai pas parlé. Cette texture, tu l'as jamais revue ailleurs? Non, jamais après, non. Jamais revu ailleurs. Et c'est vrai que j'en ai vraiment très peu parlé. Je crois que les seules personnes à qui j'en avais parlé, c'était ma mère. Et puis, du coup, à toi, Antoine, quand on s'est eu au téléphone la dernière fois. Et maintenant, à toute la France. Et maintenant, et maintenant tout le monde le sait. Et c'est vrai que même dans les lives ou quoi, j'en ai jamais parlé non plus. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose de paranormal, si tu veux. Je l'ai vraiment plus. Il y a quand même. Ouais, mais je l'ai plus vu vraiment comme un rêve qui s'était superposé, en fait, un cauchemar qui s'était superposé. Pour moi, c'était plutôt ça. Disons que dans tous les cas, c'est rassurant de se dire que c'est un aussi rêve quand il t'arrive ce genre de truc. Non, mais c'est vrai. On a envie d'être rassuré dans ce genre de cas. Alors, il y en avait un autre qui était le roi du rêve. Et tu as invité d'ailleurs Christian Domergue pour en parler sur ta chaîne. C'était Lovecraft qui, lui, voilà, c'était le... Tu te demandes si toute son œuvre n'est pas inspirée par le rêve. Et qu'en disait Christian en 2 mots, là, et puis on conclura là-dessus. En fait, le live vraiment avec Christian Domergue était passionnant, et je vous conseille vraiment son livre qui s'appelle donc Les Derniers Mystères de Lovecraft, qui est vraiment génial, et dans lequel en fait on apprend vraiment qui était Lovecraft. Donc il a fait des recherches extrêmement poussées en fait sur le personnage. On en apprend beaucoup sur sa vie privée, sur qui il était, et c'est vrai qu'on s'aperçoit toutes les choses qu'on savait plus ou moins de lui étaient complètement erronées. Quand on dit qu'il vivait tout seul avec ses chats, qu'il sortait jamais de chez lui, en fait c'est complètement faux. Il avait vraiment une vie sociale quand même assez développée. Et à côté de ça, voilà, on prenait toujours Lovecraft pour un rationaliste, pour quelqu'un de très matérialiste, mais voilà, dans son livre, il explore certaines pistes dans lesquelles Lovecraft aurait pu faire partie de certains groupes occultes, aurait pu apprendre en fait à leur contact certaines connaissances secrètes sur passé mystérieux de l'humanité. Alors c'est tout ce qu'on retrouve dans l'œuvre de Lovecraft, évidemment. Et puis vers la fin, voilà, là c'est vraiment le passage le plus intéressant, enfin même si tout est intéressant, mais là on est vraiment dans le grandiose. C'est est-ce que Lovecraft n'était pas un mystique? Est-ce que il l'explorait pas au travers de ses rêves en fait? Alors par certaines formes de sommeil, c'est pas vraiment juste je m'endors comme ça. Apparemment il y avait vraiment une technique à avoir pour essayer d'accéder en fait via une certaine forme de sommeil en fait à un autre monde, à un espèce d'autre univers en fait complètement terrifiant qu'il retranscrit après dans ses romans. Et là, ce que touche du doigt en fait Christian Domergue, je l'avais jamais vraiment vu ailleurs, à part dans les livres de Lovecraft, avec ce qu'on appelle les contrées du rêve, donc ces espèces d'univers qui sont uniquement accessibles en rêvant. Et là, en fait, on peut imaginer que Lovecraft
parler de lui en fait dans ses romans. Et c'est passionnant, vraiment passionnant. Et on voit Lovecraft du coup d'un autre œil, hein, vraiment. Hein, quand et vous tous lisez les grands ça, anciens en fait communiquent comme ça avec leurs serviteurs, c'est à travers les rêves. Et c'est vrai que là, c'est l'un des rares auteurs où le rêve, dans son imaginaire et dans ce qu'il crée, dans l'univers qu'il crée, a une place prépondérante. Donc peut-être qu'effectivement, il transposait ses propres expériences à travers ses romans. oui, puis surtout cette sensation qu'avait Lovecraft de ne pas venir de ce monde, en fait. Je suis d'ailleurs, pour lui, il avait l'impression même de ne pas faire partie de son siècle, de son univers, tout le dégoûtait, enfin pas la mondialisation, mais il voyait que comment dire, que sa ville changeait, que ça se modernisait, et lui, il avait l'impression de venir d'un monde ancien, en fait, de quelque chose de bien plus ancien. C'est fascinant, ce qu'on apprend de lui. Voilà, bah écoutez, je pense que là on a fait une belle grande émission. On doit être à peu près à 1 heure ou un peu plus d'1 heure d'émission. Damien, ça a été un vrai plaisir de partager cette émission avec toi. Ben, merci à vous, merci à toi. Vraiment, moi aussi, ça a été un grand moment parce que, comme je le disais, Miasme a fait partie des chaînes que je regardais vraiment voilà, avec assiduité. J'attendais toujours qu'il y ait une nouvelle émission qui sorte. Et vraiment, là, j'ai l'impression d'être passé de l'autre côté de l'écran. Voilà. Donc, désolé si j'étais un petit peu confus sur certains trucs. Je suis un petit peu, j'avais un peu le trac pour cette émission, je dois dire. Non, bah écoute, ça s'est pas vu du tout. Et puis, à titre personnel, c'est un vrai plaisir de savoir que, voilà, depuis 2013, ça va faire bientôt, ça fait 9 ans que je fais tout ça. Et qu'à un moment donné, effectivement, ça touche des personnes et puis qu'elles-mêmes se donnent les moyens de faire leur propre chaîne et puis d'exploser quoi. Ta chaîne vraiment, elle est, encore une fois, si vous la connaissez pas, allez-y, ça s'appelle La Séance de Minuit. Voilà, vous allez vraiment vous éclater, il y a vraiment des sujets à tous les niveaux, puis même si vous n'êtes pas très film horrifique, en tout cas les invités que Damien a lors de ses lives, ce sont des invités que vous apprécierez, et entre autres voilà, Christian Doumergue, Bragi, plus d'autres. Et puis tu vas pas t'arrêter là, j'ai cru comprendre que on allait voir sûrement Didier Qualac dans pas longtemps. Sur le terrain, ouais, directement, comme j'ai fait avec Doumergue à Rennes-le-Château, ouais. Ouais. Ça c'est génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Bah écoute, c'est un grand plaisir. Et puis Jérôme, donc Elisabeth cette semaine, et on disait Rock Soccer, mais ça sera dans 2 semaines. Oui, d'ici 2 semaines à peu près, Rock. 2 semaines, d'accord. On prévient parce que comme on a un peu teasé la semaine dernière, tu vas avoir plein de gens. Tu as teasé. C'est moi qui ai teasé. J'ai fait le scoop. Ok. Eh bien écoutez, merci d'avoir été jusqu'au bout de cette émission. Encore une fois, si vous avez encore des rêves à nous raconter, mettez-les dans les commentaires et puis on refera une petite émission comme ça où on compilera les meilleurs rêves que vous nous avez envoyés. Et puis voilà, on les partagera avec tout le monde. Passez un bon week-end, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao Damien. Merci. Salut Damien. Salut, merci beaucoup, au revoir.